Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe que tout le monde connaît, je crois. Ah oui, ça. On est bombardé de messages sur la productivité et l'efficacité, mais dès qu'on essaye de souffler un peu, même quand on est à bout, La culpabilité? exactement, la culpabilité nous tombe dessus. Pour y voir plus clair, on a des sources assez variées. Des discussions sur Reddit, qui vont de forums de muscu jusqu'à des groupes sur la santé mentale. Et aussi un article de fond sur la biologie du repos. Et le but, c'est de comprendre ce conflit interne. C'est ça. Pourquoi c'est si dur de se reposer? Et c'est quoi la bonne façon de récupérer? C'est vraiment le cœur du problème. On a tendance à voir le repos comme l'opposé du travail. Oui, comme un échec. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est son partenaire indispensable. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. On va explorer ça sous deux angles. Le repos comme nécessité physique et comme énorme défi psychologique. Alors justement, ce qui est surprenant, c'est que la première idée forte, elle vient d'un endroit totalement inattendu. Je me demande bien d'où. Un forum de musculation. On pourrait croire que c'est les rois du no pain, no gain, mais pas du tout. Ils ont une approche très fine du repos. Ils parlent de récupération active. Ah, la récupération active, oui. L'idée, c'est que les jours de repos, il ne faudrait pas rester complètement immobile, mais plutôt faire des activités douces. Comme marcher, nager. Voilà, marcher, faire du yoga. Exactement. Et derrière ça, il y a une logique biologique très simple en fait. Une activité légère, ça augmente la circulation sanguine vers les muscles. D'accord. Une méta-analyse citée dans les sources le confirme. Donc ça ne remplace pas le repos total. Non, bien sûr que non. Le repos passif, celui où on ne fait vraiment rien, reste essentiel. Surtout pour la récupération mentale ou après un effort extrême, comme une maladie. Mais alors, avec cette idée de récupération active, est-ce qu'on ne risque pas de transformer même nos jours de repos en une autre case à cocher sur la to-do list? C'est une excellente question. Et ça nous amène directement au défi psychologique. La fameuse culpabilité. C'est ça. Cette peur de ne pas être assez productif, elle vient de cette culture qui lie notre valeur à ce qu'on produit. L'article sur la biologie le montre très bien. Notre corps n'est pas une machine. Il n'est pas fait pour être productif en ligne droite, 8 heures par jour. Non, il fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Des vagues d'énergie. Forcer au-delà de ces cycles, c'est complètement contre-productif. Donc les pauses, le repos, c'est pas du temps perdu. Au contraire, ce sont des outils qui boostent la concentration, la créativité. Ça me rappelle un témoignage vraiment poignant sur Reddit. Ah oui, Un utilisateur, la trentaine, qui disait se sentir épuisé d'une manière que le sommeil seul ne peut pas réparer. Cette phrase, elle est tellement juste. elle est terrible, parce que beaucoup de gens peuvent s'y reconnaître. Et cette sensation, c'est la preuve qu'on a une vision trop simpliste du repos. Si le sommeil ne suffit pas, c'est qu'on manque d'un autre type de repos. Un autre type de repos. Oui, une des sources du docteur Sandra Dalton-Smith est une révélation là-dessus. Elle identifie 7 types de repos. Attendez, 7 types de repos? Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, s'effondrer sur son canapé. Et non, c'est ça qui change tout. Il y a le repos physique, bien sûr, mais aussi le repos mental, pour calmer le petit hamster dans la tête. Le repos sensoriel? Le repos sensoriel, pour se couper du bruit, des écrans, et même le repos social, en passant du temps avec des personnes qui nous rechargent, pas qui nous vident. Et ça permet de poser un diagnostic en fait. Tout à fait. Si on est vidé après une journée de réunion Zoom, ce n'est pas forcément de repos physique dont on a besoin. Non, c'est de repos mental et sensoriel. Exactement. Et dans ce cas, une marche silencieuse en forêt sera bien plus efficace qu'une série Netflix. D'accord, donc on a la science d'un côté et la culpabilité de l'autre. Comment on passe à la pratique? Les sources, elles doivent bien proposer des pistes. Absolument. 3 stratégies reviennent tout le temps. La première, c'est de planifier son repos. Le mettre dans son agenda. Oui, comme un rendez-vous important. Ça lui donne une légitimité. Deuxièmement, créer des rituels de transition. Une petite routine de fin de journée pour signaler au cerveau que le travail est fini. Et la troisième? C'est la plus importante. Changer de perspective. Le repos n'est pas une récompense qu'on doit mériter. C'est une nécessité biologique. Une phrase des sources résume tout. Laquelle? Si vous ne choisissez pas un jour pour vous reposer, votre corps le choisira pour vous. Et ce sera rarement au bon moment. C'est fou de se dire que le repos, c'est une compétence en fait. Quelque chose qui s'apprend. C'est exactement ça. C'est à la fois une science et un art. Une science du corps et un art de l'esprit. Et pour laisser une dernière chose à méditer, j'aimerais lancer une idée inspirée d'une philosophie mentionnée dans les sources, celle du No Zero Days. Aucun jour à zéro. Le principe, c'est de faire chaque jour au moins une petite chose productive pour garder une dynamique.
Alors la question qui se pose, c'est comment on concilie ça avec le besoin parfois de repos total? Hmm. Un jour passé à ne rien faire, est-ce que c'est un jour à zéro, un échec? Ou est-ce que c'est au contraire l'acte le plus productif qu'on puisse faire pour notre bien-être à long terme?